Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. Je suis extrêmement ravi de vous retrouver en ce jour du 4 novembre pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Alors la coïncidence veut que la sortie de l'épisode tombe le jour de mon anniversaire. Aujourd'hui, je souffle en effet ma 41e bougie avec une forme relativement bonne. Cette dernière quinzaine de vacances aura été sportive, enrichissante, avec un petit passage revigorant, comme vous l'avez peut-être vu, sur la côte en Loire-Atlantique. Alors j'ai en ligne de mire, comme vous le savez, une course sur 10 km le 13 novembre prochain, et les séances dernières ont été axées sur la vitesse. Beaucoup de VMA, beaucoup de travail d'allure, à la fois sur bitume, mais aussi sur piste, et bien que vieillissant, alors pour ce qui est des cheveux, il n'y en a pas moins, ils blanchissent un petit peu, mais les allures sont quand même très satisfaisantes. Et de même pour vous, j'espère que votre préparation, peut-être dans sa phase terminale, avec un semi, un marathon, un trail, se passe au mieux. Venez en discuter sur les réseaux, likez, partagez, diffusez vos écoutes, je vous le dis et je vous le rappelle, laissez une petite évaluation pour que ce podcast soit encore plus diffusé largement et que de nouveaux auditeurs et de nouvelles auditrices puissent nous rejoindre. Pratiquer le sport, comme on le fait tous, c'est avant tout une passion. Un loisir, voire un métier lorsque l'on enseigne l'éducation physique et sportive, comme mon invité du jour. Après avoir découvert la course à pied au collège, Ève Le Floch, bretonne de naissance, a choisi de faire de l'activité physique sa profession. Exerçant en région parisienne depuis 2011, elle évoque dans un premier temps ce goût de la transmission et de l'effort qu'elle véhicule tous les jours à ses élèves. Passionnée par les crosses et par la piste, son quotidien est fait de partage, d'esprit de groupe, d'efforts pour le collectif. Bien souvent indiqué pour réduire le stress, il est rare de positionner le running, notre activité préférée, comme une des causes d'un burn-out. Dans cet épisode, Ève, enseignante depuis plus de 10 ans, évoque, comme elle l'appelle, sa descente aux enfers, son burn-out sportif révélé en 2021. Elle livre, en toute transparence, les causes de cette zone de turbulence dans sa vie qui aura des répercussions bien au-delà du domaine sportif. La quête des chronos, la pression des résultats, le besoin de reconnaissance. Voilà autant de pistes qui expliquent le mal-être dans lequel a vécu Ève pendant près d'un an. Accompagnée par un thérapeute, elle a su rebondir pour reprendre le contrôle de sa vie et de ses émotions. C'est aujourd'hui vers de nouveaux horizons qu'elle se tourne, le trail, la route avec la préparation du marathon de Valence dans quelques jours, avec un message comme leitmotiv, prendre du plaisir. Pour ton authenticité et la sincérité de ton discours, je te remercie, Ève, d'avoir pris du temps pour exposer ton parcours derrière le micro de ce podcast. Je vous laisse désormais en compagnie d'Ève Le Floch se relever après un burn-out sportif. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Ève, bienvenue sur le podcast À côté de mes pompes. Alors, on enregistre un jour où il fait un temps de breton, mais c'est pas quelque chose qui va te surprendre et t'embêter, toi qui es originaire de cette belle Bretagne. Je vais te laisser te présenter et sois la bienvenue sur le podcast. Bonjour, merci de m'inviter sur ce podcast. Je m'appelle Ève Le Floch, C''H pour bien montrer que je suis bretonne. Ma licence d'athlétisme ne connaît pas les apostrophes, donc c'est pour ça qu'elle n'y figure pas. Donc j'ai 34 ans, je suis originaire du Sud Finistère, à Quimper, à côté. Et je suis prof de PS dans la vie et je fais de l'athlétisme depuis une vingtaine d'années. Voilà ce que je peux dire. Alors, ce métier d'enseignante, comment il est arrivé dans ta vie? Est-ce que c'est une passion comme le mien? Et pourquoi le sport? Alors, c'est quand je suis arrivée en 6e, donc je crois que c'était en 2000. Je suis arrivée en 6e au collège, donc j'étais dans un collège à Quimper, ce qu'on appelle maintenant un REP,
donc c'était un ZEP. Et j'ai découvert le PS avec les profs de PS qui sont hyper sympas, qui nous amènent un peu partout. Et je sais pas comment c'est arrivé, mais à partir de là, j'ai dit je veux faire prof de PS. Et c'est resté jusqu'à ce que je devienne une prof de PS. Alors, quel a été ton cursus pour mener ces études dans le sport jusqu'à exercer ta passion aujourd'hui? Un cursus classique, donc collège, lycée. Au lycée, je suis allée en S. J'adorais l'SVT. J'ai eu un petit doute à un moment donné. Je me suis dit, peut-être prof d'SVT. Mais en fait, non. Donc là, je suis partie en STAPS. Et qu'en STAPS, je suis partie à Brest. Donc, c'est une super fac qui qui est assez petite, mais qui est très riche et avec de très bons enseignants. Et là, moi, je suis tombée dans les années de masterisation. Donc, j'ai eu une année où j'étais en PLC 1. Malheureusement, je me suis blessée. Donc, j'ai eu 6-0 la première fois que j'ai passé le concours. Et l'année d'après, j'ai eu l'équivalent master 1. Et du coup, j'ai pu repasser le concours. Et donc, j'ai eu mon concours cette année-là. Et quelques années plus tard, j'ai passé l'agrégation. Alors, pourquoi être allé jusqu'à l'agrégation? Parce que avec le CAPEPS, tu pouvais déjà enseigner. C'était une volonté de poursuivre et d'aller peut-être un petit peu plus haut encore. On verra que ça te suit ça. Le fait de ne pas en avoir jamais assez et d'aller un petit peu plus loin à chaque fois. C'est exactement ça. En fait, j'étais pas au courant quand j'étais à Brest qu'il y avait une agrégation. J'étais peut-être un peu naïve ou peut-être que les professeurs nous avaient un peu caché pour pas qu'on parte, pas que les bons éléments partent et avoir des bons résultats dans leur fac. Et quand j'ai appris qu'il y avait ça, en plus, c'est travailler moins, gagner plus. Mais au-delà de ça, c'est avoir d'autres responsabilités, apprendre d'autres choses, avoir des stagiaires, peut-être enseigner à la fac. Et en fait, ça a mûri au fur et à mesure. Et je me suis dit que c'est peut-être aussi un moyen, si j'en ai marre un jour d'être avec des élèves, d'aller avec des étudiants ou alors de bouger autre part en France. Et en fait, quand j'ai appris qu'il y avait ça, je me suis dit non, mais j'ai envie d'aller plus loin en fait, exactement ça. On verra, on en parlera juste après, mais c'est vrai que je l'ai passé au début un peu en dilettante parce que je suis arrivée à Paris, j'avais pas de donc j'étais remplaçante d'une zone et j'avais pas de remplacement les 3 premiers mois en fait. Et donc je me suis dit allez, je travaille l'agrégation donc externe, donc qui est très scientifique, et je suis partie sur les bases de mon CAPEPS et je l'ai passé et j'ai été admissible. Et là c'était un petit peu dur parce que sans formation, sans préparation, c'était un peu difficile. J'ai pu aller voir des oraux à l'ENS parce que j'avais des professeurs de Brest qui faisaient cours, donc j'ai pu y aller, mais ça m'a pas beaucoup aidé. Et puis j'ai attendu 5 ans et donc tous les ans j'ai passé l'agrégation externe au moins pour l'habitude d'écrire, pour pouvoir toujours avoir ma méthodo. Et puis après quand j'ai pu passer l'interne, je me suis inscrite à la formation à Nanterre et en fait je l'ai eu du premier coup, donc directement. Alors de cette région bretonne, tu n'es pas resté à proximité de ton domicile. Tu as dû donc t'exiler en région parisienne. Tu n'as pas eu trop le choix. On t'a positionné sur cette zone-là et jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore plus bougé. Non, exactement. C'est quelque chose qui m'a beaucoup questionnée quand j'étais en 3e année de STAPS, où on devait choisir vers quelle voie on allait. Pour moi, c'était clair. Je voulais faire prof de PS. Mais le problème, c'est qu'il fallait forcément bouger, soit dans le Nord, ou soit en région parisienne, ou en Guyane, là où il n'y a pas beaucoup de points en fait pour bouger. Et en fait, je me suis posé la question d'être peut-être instit. Et puis ça m'a beaucoup tourné la tête et je me suis dit entre être toute l'année avec la même classe, peut-être des maternelles, donc j'avais fait beaucoup de centres de loisirs, donc je connaissais un peu le milieu, le public, ou alors être toute l'année avec juste une matière que j'aime bien et où on change d'élèves, où on peut avoir autant du collégien que du lycée pro. Finalement j'y suis allée parce qu'en fait quand on vient de sa petite Bretagne profonde, on sait pas comment ça se passe en fait quand on nous dit qu'on va dans des zones sensibles, on voit ce qu'il y a à la télé. On avait vu, je me souviens, le film Entre les murs qui nous avait un peu chamboulé. Et puis en fait, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'y suis allée. Par contre, en choisissant dans mes mutations, j'ai choisi par rapport à là où j'avais du monde que je connaissais. Donc j'avais des amis qui étaient vers Montparnasse. Donc je me suis dit, quitte à être à Paris, je vais essayer d'être dans le 92. Et du coup, j'ai pas été comme là où sont allés tous mes copains de promo. Ils sont allés plus dans l'académie de Créteil, où potentiellement ils pouvaient tous avoir un établissement difficile pour cumuler des points plus facilement en fait. Et je me suis dit, vaut mieux être bien où on est
et j'avais peur de ne plus aimer mon métier en fait. Donc j'ai choisi ça et donc là j'y suis toujours parce que malheureusement il faut beaucoup de points, faut cumuler beaucoup de points pour aller en Bretagne, c'est très demandé et la dernière année là il a fallu 1350 points. En fait, faut être pacsé, faut avoir un rapprochement de conjoint, faut avoir un enfant et puis les politiques actuelles mettent de plus en plus de contractuels en fait. Donc du coup ça bloque les postes de titulaires. La Bretagne est le futur Eldorado parce que fini la Côte d'Azur, il y fait trop chaud. On va tous aller en Bretagne Voilà. dans les étés à venir. Donc, c'est très, très demandé. Mais il est vrai que c'est difficile quand on est enseignant de pouvoir bouger. Alors, agrégé avec 9 heures de cours seulement, c'est ce que tu as dans ton emploi du temps? Il y en a plus quand même? Ouais, parce qu'en EPS, on a un statut particulier. En fait, on a 3 heures d'association sportive. Du coup, en certifié, c'est 17 plus 3 heures d'association sportive. Et en tant qu'agrégé, c'est 14 plus 3 heures. Donc, je crois que j'ai 2 heures supplémentaires aussi. Donc, ça fait un petit peu plus quand même. Oui, on est loin. Enfin, moi, je me rappelle de collègues qui étaient agrégés et qui ne travaillaient que 9 heures par semaine. Ouais. Donc là, on était sur du travailler moins pour vraiment gagner beaucoup plus. Non, et puis d'à côté, je donne un peu des cours du coup à la formation à l'agrégation interne le vendredi. Donc, tu as cette envie de transmettre le côté relation avec de futurs collègues, des étudiants qui sont en devenir. Ça t'intéresse également? Ouais, et puis en fait de redonner ce que moi on m'avait donné quand j'ai passé la formation. J'ai eu affaire à des gens qui d'ailleurs sont devenus des amis, qui étaient très bienveillants et qui nous mettaient toujours à l'aise et toujours ils nous montraient que nos beaux côtés et nous faisaient passer un peu les petites choses à progresser, mais sans nous casser. Et du coup, on avait toujours un gain de confiance. Et j'ai à cœur en fait de retransmettre ça. Je sais que quand je corrige des écrits, des dissertations, je mets des commentaires sur le côté et je me relis toujours pour ne pas être trop négative et essayer d'être toujours positive en fait. Dans ton métier, au quotidien, avec ces collégiens que tu peux donc accompagner dans le sport, est-ce que c'est facile de les faire bouger, de les faire courir? Parce que je sais que tu es en train de les préparer pour les crosses. Hein. On est en plein mois d'octobre, donc sur cette saison des crosses pour les collèges. Mon fils doit passer son cross la semaine prochaine également, juste avant les vacances. C'est pas si simple de les faire s'activer et d'être dans cette passion que tu as pour la course à pied et que eux n'ont pas forcément. Non, effectivement, c'est vraiment compliqué et là ça fait 10 ans que j'enseigne et j'ai mis du temps à trouver un peu les ressorts pour les faire pratiquer. Et en fait, ce qui compte, c'est qu'ils aient du plaisir. Et certains, je me suis aperçue que ils aimaient pas courir, ou alors c'est surtout qu'ils avaient peur parce qu'ils ressentaient des choses qui étaient étranges, comme des oppressions au cœur, du goût de sang dans la bouche, ou tout simplement mal aux jambes, alors qu'en fait c'est juste parce qu'ils s'activent, parce qu'en fait c'est aperçu, et d'autant plus après la période de confinement que nos élèves en fait ils bougent pas. Et encore plus en région parisienne, ils sont dans des immeubles et là rien que pour aller au collège, ils habitent à 200 mètres, ils prennent le bus en fait. Donc c'est assez c'est assez perturbant de voir ça. Et donc moi j'ai essayé de rendre plus ludique, parce que c'est vrai que souvent on va sur une piste. J'essaye plusieurs ressorts en fait, soit qu'ils apprennent à se faire confiance, j'insiste bien sur le fait que la VMA c'est quelque chose de personnel, que du coup on va travailler sur des capacités qui sont personnelles à chacun. Je parle pas en vitesse, par exemple, je vais parler en allure verte, en allure orange, en allure rouge, et c'est beaucoup plus parlant pour eux. Et là, par exemple, nous, on a choisi dans notre équipe, comme on veut travailler sur le goût de l'effort, on fait un semestre entier de demi-fond avec nos élèves, avec 5e, 4e, 3e. Et on termine, par exemple, par un 1000 mètres assez culturaliste, au final, où on met en place une compétition par VMA, mais où tout le monde a la chance de pouvoir gagner sa course, en fait. Donc déjà, on leur laisse des chances de pouvoir gagner. Et après, comme c'est assez long, moi, toute la partie avant les vacances d'octobre, je vais le plus souvent possible en nature en fait. Donc en nature, c'est dans les parcs qui sont autour du collège, et j'ai de la chance d'avoir un collège qui est entouré de parcs, et là je m'amuse avec eux à aller dans des terrains variés. Alors ils râlent un peu au début parce qu'ils glissent, parce que y a un peu de boue, parce qu'on est dans l'herbe, dans la terre. Et au fur et à mesure, en fait, je trouve qu'ils prennent beaucoup plus de plaisir à se défier dans des côtes, et je favorise les équipes en fait. Par exemple, je partage la classe en 4 et je leur dis voilà,
vous devez au moins défier 3 fois 3 personnes différentes. Si vous gagnez la course, vous gagnez 3 points. Si c'est égalité, c'est 2 points. Et si vous participez mais que vous perdez, vous gagnez quand même 1 point. Et tout le monde a des points pour son équipe. Et puis souvent je trottine avec eux parce que quand on va à l'endroit où il y a des petites côtes, c'est à 1 kilomètre à peu près du collège. Donc ils doivent tout le temps se trouver devant moi en fait. Donc ils voient aussi la prof qui est en train de courir. Et je leur parle de ma pratique, que moi aussi, je fais des courses. Je leur dis, ce week-end, je cours. Si vous me voyez avec des tresses un lundi, c'est que j'ai eu une compète la veille. J'essaye d'être authentique, en fait. Tu mets la main, finalement, à la pâte, parce que moi, je me rappelle mes enseignants en éducation physique et sportive, on va pas dire sport. Je me rappelle de Laurent Desmé qui était passé sur le podcast et qui, on avait rigolé autour de cela parce que on dit souvent on va en sport, mais non, c'est bien plus que du sport. C'est, tu le disais, on travaille sur la confiance, sur la relation au corps et ça va bien au-delà qu'une simple activité physique. Mais mes enseignants, eux, ne bougeaient pas. Ils étaient vraiment au milieu du terrain et ces 20 minutes qu'il fallait parcourir pour avoir la meilleure note en endurance, c'est vrai que c'était pas très engageant et c'était plutôt une fuite. On n'osait pas forcément aller à ces séances qui étaient très très peu ludiques et qui nous ennuyaient plus qu'autre chose. Toi, tu arrives quand même à les amener vers cet esprit de solidarité parce que ça se pratique en groupe avec ce goût de l'effort. Je pense que c'est quelque chose qui est difficile aujourd'hui pour nos élèves, ce goût de l'effort, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le travail. J'en ai quelques-uns qui sont actuellement en stage. Certaines familles m'ont dit, vous vous rendez compte, 15 jours en stage, c'est compliqué. Eh bien, peut-être que pour toi, le sport, de les faire courir 15 minutes, pour certains, ça va être la pire des choses qu'ils puissent faire, mais tu réussis à les faire bouger. Alors, la satisfaction, quelle est-elle pour toi quand tu as réussi justement ce pari-là? Qu'est-ce qu'ils te disent, tes élèves? Finalement, madame, on y est arrivé? Oui, voilà, de voir que certains, là, on parle spécifiquement de la course, parce que, parenthèse, je ne pratique pas du tout les autres activités parce que je pars du principe que si moi je pratique avec eux, que je fais un match avec eux, entre parenthèses, je suis un peu nulle dans les sports co aussi, mais par exemple en badminton, je pourrais jouer avec eux, mais du coup je peux pas aider les autres élèves. Là, je trottine avec eux juste parce que c'est le trajet en fait. Et non, la satisfaction, c'est quand j'ai des élèves qui à la base me disaient j'ai peur de courir ou qui veulent pas courir ou qui rechignent à venir, qui au final soit me demandent des séances en plus. Ça c'est vraiment extraordinaire. Ou quand on revient justement du parc des Cévignes à côté de mon collège, ils me disent oh madame, c'était trop cool. Et là je vois ils ont le sourire et ils sont contents quand et des fois j'utilise un peu des petits biais, je sais pas si tu utilises ça aussi, c'est que souvent des fois au lieu d'imposer la séance, je leur propose bon alors on a le choix aujourd'hui, soit on va sur la piste et on fait telle chose, ou soit on retourne au parc des Cévignes où on travaille dans les côtes, etc., avec des défis en équipe. Et là, du coup, ils font, comme la semaine dernière? Oui. On retourne là-bas. Et là, du coup, c'est gagné, en fait. C'est faire semblant de leur donner le choix, en fait. C'est cette satisfaction-là. Et au final, tu as réussi à les faire bouger et à leur permettre justement d'être bien plus actifs qu'ils ne le sont habituellement. Ouais. Alors, Ève, en dehors de ton très très haut niveau en danse bretonne, tu excelles également en running. Alors, à moins que tu veuilles dire un mot sur la danse bretonne, mais c'est pour le running que je t'ai invité sur le podcast. Comment cette activité est rentrée dans ta vie? Est-ce qu'avant le collège, avant que tu ne rencontres les profs de sport, tu étais déjà en action dans un club de PS, pardon. Tu étais déjà dans un club d'athlétisme, ou est-ce que c'est venu à cette occasion-là, au moment du collège? Alors, en fait, la course à pied, j'en ai toujours fait un petit peu. J'ai des vagues souvenirs quand j'étais, je pense, en primaire. C'était mon grand-père le mercredi après-midi. On était 4-5 cousins, et dont mon frère aussi. Et il s'amusait à nous faire des tours de parc chronométrés entre nous, avec en fond musical l'école de musique du Bagat de Quimper, donc la musique bretonne, donc ça mêlait un peu tout. Et donc je me souviens qu'on courait à ce moment-là. Et après, mes premiers souvenirs de cross, de course à pied, j'étais pas encore licenciée parce que donc j'ai fait 10 ans de gym et 20 ans de danse bretonne en même temps, et une année où j'ai fait tout en même temps, donc gym, athlé et danse bretonne.
Et c'était au collège, donc en 6e, où il y avait le cross du collège qui était un sacré événement. Moi, j'aimais ça. Et puis surtout après, on allait directement aux départementaux, sur le célèbre terrain de Quérampuil, là où il y a les vieilles charrues et où cette année sera les championnats de France de cross à Carhaix. Et on se retrouvait tous les ans et c'était l'occasion de revoir mes copains qui n'étaient pas dans le même collège que moi, qui étaient dans mon école primaire. C'est des super souvenirs où on devait attendre à la fin de la course des 6e, par exemple, ou alors à la fin de notre course quand on était 6e, les autres qui venaient chercher nos pointes parce qu'il n'y avait pas des pointes pour tout le monde, donc on se transférait les pointes. De voir le principal du collège nous suivre en car en moto parce qu'il venait nous voir à chaque fois, donc c'était vraiment des super souvenirs en fait. Et j'ai commencé en club quand je suis arrivée en seconde. Je continuais les crosses scolaires et puis mon premier entraîneur, Olivier Machefer du Quimper Athlétisme, m'a recruté sur un cross scolaire en fait. Voilà. Alors recruter, on utilise ce terme-là, comme dans les sports collectifs, comme au football, on va recruter dans un club d'athlétisme des athlètes qui ont un bon niveau. Je le savais pas, tu vois. On sait qu'on adhérait, mais là, c'est que tu avais sans doute un potentiel affiché pour offrir de belles performances au club, pour être recruté. Pourtant, que je me souviens très bien, c'était un cross fédéral où on avait pu s'inscrire avec l'association sportive pour s'entraîner pour les championnats, en fait, UNSS. Et je sais pas, j'étais arrivée vers les dernières, je crois, je me souviens. Et en fait, mon entraîneur avait cette dynamique de pour qu'il y ait un vivier au club, parce qu'il faut savoir que les catégories cadets, juniors peuvent être assez désertées, en particulier par les filles, en fait. Et il a cette volonté à chaque fois d'aller chercher dans les crosses, d'aller chercher chez les scolaires des nouvelles recrues. Donc effectivement, c'est pas moi qui suis allée m'inscrire, bien que ça me démangeait depuis tout le collège. Je sais que j'aurais bien voulu faire de l'athlétisme plus tôt. Et en fait, c'est arrivé naturellement. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quelques années plus tard, mon petit frère qui fait du foot a été, je crois, vice-champion de France par équipe en UNSS quand il était en 3e. Et mon entraîneur, donc je m'entraînais déjà avec lui depuis 2 ans ou 3 ans, a appelé chez mes parents et dit « Bonjour, c'est Olivier Machefer, est-ce que je pourrais avoir Laurent Le Floch ?» Et je dis « c'est Eve ». Et en fait, Laurent, c'est mon frère. Et du coup, il a appelé tous les bons résultats qu'il y avait dans la région quimpéroise, en fait. Alors avec un travail d'équipe, c'est-à-dire que bien qu'individuel, ce sport qui est la course à pied ou ce qui te concerne le cross, ce que tu évoquais là, il y avait quand même ce côté, on se retrouve ensemble, on partage des moments à plusieurs. Ça te plaît également dans cette façon de voir le sport, le partage ? Je crois que c'est mon moteur essentiel en fait. C'est vraiment, je vois pas l'intérêt en fait de s'entraîner si c'est que pour soi. Après, oui, je le fais pour moi aussi, mais s'il y a pas les autres, je vois très peu d'intérêt. On y reviendra plus tard, mais par exemple, quand j'ai changé de club, c'est grâce à ça que j'ai changé de club, parce que avant, j'y trouvais pas mon compte. S'il y avait pas une équipe derrière, moi, j'ai déjà eu l'expérience d'aller au championnat de France de cross toute seule sur cross court. J'ai détesté cette expérience en fait, et je me suis juré de ne plus jamais être seule sur le cross court et de me battre pour être dans l'équipe de cross long pour être avec les copines sur la course en fait. Je trouve ça beaucoup plus riche. Ouais. Alors très rapidement, comment tu as évolué à partir donc de cette entrée en club ? Tu partageais ton temps entre de la piste, la saison de cross plutôt l'hiver. Comment s'articulait ta saison et jusqu'à quel niveau tu as pu justement monter ? Tu parlais des championnats de France de cross. Est-ce que tu as vécu d'autres beaux moments avec cette équipe de Quimper avant de basculer sur un autre club ? Alors, il faut savoir que quand j'ai démarré en 2004, je faisais les 3 activités et on va dire que j'étais plus en dilettante en course à pied. Après, je me suis blessée en gymnastique parce que dès qu'on est fatigué, c'est la fracture. Donc, ça m'est arrivé 2 fois. L'entraîneur en a profité pour me rajouter des séances et au final, je me suis prise au jeu. Et donc, j'ai été dès la première année, j'ai été au championnat de France de cross. Là, donc, tous les ans, depuis 2004, tous les ans, je suis au championnat de France, sauf les 2 années Covid, en fait, en 2020 et 2021. Et donc, tous les ans, c'était le championnat de France. J'ai démarré aussi sur la piste
La piste, j'ai démarré directement sur le 1500 mètres. Alors j'avais des performances très très loin. Je crois que mon premier chrono était en 5,55, donc c'était vraiment très loin. La deuxième année, mon entraîneur m'a proposé de faire un peu de 3000 et en fait aux départementaux, je me suis retrouvée toute seule. Donc j'ai couru avec les garçons qui m'ont mis 200 mètres tout de suite et il a dit bon, on retourne sur 1500 mètres et en fait les perfs ont descendu au fur et à mesure. Mais à côté de ça, je continuais la danse bretonne et c'est vrai que c'est pas forcément compatible parce que il y a des répétitions qui sont assez tard. Il fallait choisir des fois et c'était pas forcément, ça se coordonnait pas très bien. J'ai plus basculé dans le sport au fur et à mesure quand je suis passée en STAPS. Donc j'étais toujours sur 1500 mètres. Quand je suis arrivée pour passer le CAPEPS, donc c'était la première année, c'était un 1500 mètres, donc j'étais toujours dessus. À côté de ça, il fallait préparer un 800 mètres, donc je suis passée sur 800 mètres. J'aime moins, c'est vraiment le 1500 ma discipline. Et après, à côté de ça, il y a eu toujours les crosses. Quand je suis passée en espoir, je suis passée dans l'équipe senior espoir, donc élite, avec les filles. Et là, moi, j'avais une équipe de sacrés costauds. Toutes les filles avaient parce qu'elles courent toujours et c'est toujours des copines. Elles ont toutes 10 ans à peu près de plus que moi, donc il y a des pointures comme Karine Pasquier, qui a été une des meilleures marathoniennes et semi-marathoniennes, a été en équipe de France en cross. Asnata Boussi, qui pour le coup a 2 ans de plus que moi, qui était au cross au collège avec moi et qui a été en équipe de France aussi de cross. Avait Béatrice Hosty, toujours des super filles et puis des Wonder Woman en fait, qui ont toujours été un modèle pour moi parce que c'est des filles qui sont journalistes, pharmaciennes, qui ont des vies à 1000 à l'heure et qui en fait et puis qui ont 2 ou 3 enfants et qui arrivent à tout faire en même temps en fait. Donc du coup moi je pense que ça m'a mis une barre tout de suite assez haute et un exemple en fait de style de vie et de façon d'aborder l'athlétisme. Donc on a fait pendant des années podium au championnat de France de cross, donc on n'a jamais gagné. Mais on a fait toujours 3e, 2e et l'apogée. Donc moi à chaque fois on se battait parce qu'il faut savoir qu'on était 8 ou 9 filles à se battre pour être dans l'équipe, dans les 6 en fait. Et l'apogée a été en 2018 parce que les championnats de France étaient en Bretagne à Plouay sur un parcours magnifique. C'est-à-dire c'était pas un hippodrome, donc c'était vraiment un vrai cross avec des montées, des descentes, de la boue, des choses que les gens n'aiment pas mais que moi j'adore. C'est là où je me sens le mieux. Et puis cette année-là, c'est là où j'avais commencé à m'entraîner. Donc j'étais déjà sur Paris en fait. Je suis arrivée en 2012 sur Paris et je faisais les allers-retours pour les championnats avec les filles. Et c'est là que j'ai rencontré mon entraîneur de Charenton et il m'a dit cette année tu seras dans les 4 et tu feras top 80. Et donc c'est ce qui s'est passé, j'ai fait 78e et j'ai fait 4e de l'équipe et on a fini 2e donc sur nos terres en Bretagne. Et ça c'était un moment magnifique parce que j'avais toute ma famille, mes amis qui étaient là, c'était superbe en fait. Alors tu dis j'aime ça, les montées, la boue. Pour préparer les crosses, justement pour des auditeurs qui seraient amenés à courir peut-être des épreuves départementales qui doivent être ouvertes à n'importe quel licencié sans qualification. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour bien réussir son cross, qui est une épreuve relativement courte, avec un terrain pas toujours très stabilisé, si c'est de la boue, si c'est de la terre, si c'est de l'herbe. Quels seraient tes conseils, toi qui es finalement une experte de ce terrain de jeu? Mes conseils déjà, ça serait déjà de s'écouter parce que c'est quelque chose que j'ai perdu, en particulier quand les montres connectées sont arrivées. C'est de jouer, de le prendre comme un jeu et que sur un cross, on sait qu'il y a des parties où ça va être difficile, des parties où on va pouvoir se relâcher. Donc déjà le prendre comme un jeu et écouter vraiment ses sensations. Se dire qu'on va chercher toujours la personne qui est devant. Alors moi, ce que j'ai en tête, c'est avec l'équipe en fait. Donc du coup, ça, je pense pas qu'à moi, je pense à l'équipe et que chaque place qui est prise, c'est forcément des points en moins et des potentiels podiums en fait. Donc déjà ça. Ensuite, repérer bien le parcours. Ça, c'est une des clés pour réussir un cross parce que on sait à quel moment on peut relancer. Moi, je sais par exemple un de mes points forts, c'est le sprint à la fin. Mais si je sais pas où exactement est la fin, je ne sais pas quand entamer mon sprint final. Bien repérer les difficultés et puis après au-delà de ça, quand on s'entraîne au cross, c'est vraiment
s'habituer à aller dans des terrains variés, pas avoir peur d'aller dans des terrains où il y a qui sont difficiles, mettre ses pointes et travailler de la proprioception aussi. Et le fait de travailler sur des terrains comme ça en entraînement, c'est là où nos chevilles sont plus solides et où ça ne va pas se tordre, ou alors ça se tord mais ça nous fait pas mal en fait. Dans ton entraînement, Eve, tu intègres de la proprioception, tu as des séances spécifiques pour, alors pas renforcer uniquement les chevilles et les muscles qui s'y sont rattachés, également les muscles peut-être intrinsèques du pied. Là, c'est la prof d'éducation physique et sportive qui parle. Le pied, c'est la seule surface de contact que l'on a avec le sol et il faut que ces muscles soient vraiment mis en action et stimulés pour pouvoir être efficaces. En fait, c'est quelque chose que je travaille depuis le début que j'ai commencé l'athlétisme en club, sur les séances de PPG. Je pense que j'en ai fait depuis toujours et j'en ai de plus en plus conscience. Avec mon entraîneur actuel, Jean-Jacques Mine, on le travaille énormément. Et du coup, moi, donc c'est à chaque fois qu'il y a des séances de PPG. Mais après, c'est des choses qui sont faciles à faire. Par exemple, si on se brosse les dents, on peut être sur une jambe. C'est des choses toutes simples. Et je le Alors fais. là, tu vois ça, mes athlètes du mercredi, ils vont sourire parce que on ne s'est pas concerté par rapport à cette astuce que tu donnes là. Et moi, je leur dis 3 minutes sur un pied le matin, 3 minutes sur un pied le soir. Vous faites le calcul au bout de la semaine. Ça fait déjà un bon petit paquet d'équilibre et de travail unipodal. Alors là aussi, ça a fait sourire un de mes athlètes parce que il ne comprenait pas ce mot-là. Équilibre sur un pied. Et donc là, tu valides. Ça, ce sont le genre de choses que tu peux faire. Ouais. Exactement. Et puis, j'ai à cœur, je l'ai pas dit, mais j'ai en charge une classe à horaire aménagé dense, des SHAD qu'on appelle ça, et qui ont très souvent des entorses de cheville. Donc avec eux, parce que j'ai des garçons aussi, on travaille énormément. Tout ce que je fais en PPG avec mon entraîneur, en fait, je le refais avec eux tous les mercredis. Et ils aiment pas trop ça, mais je leur explique que c'est hyper important. Donc par rapport à des gens qui sont très sujets aux entorses en fait. Et c'est assez agréable parce que le pied est très très important en cross, mais même dans toutes les disciplines de l'athlétisme, parce que dès qu'on est un peu fatigué, on doit pouvoir compter sur notre pied pour pousser et pouvoir aller au bout de la course sans s'effondrer, sans casser notre alignement. Donc là, c'est pareil, la prof de PS un peu qui parle ou qui a théorisé tout ça, on va dire. Et c'est peut-être plus facile d'avoir conscience de ces alignements, de ces placements, lorsque l'on est passé par une école d'athlétisme, que l'on a fait toutes ces gammes. Un coureur comme moi, toi, qui vient du foot, reconverti après une entorse du genou et des ligaments arrachés, j'ai jamais vraiment appris à courir. Est-ce que tu trouves que c'est quand même important de repartir sur des fondamentaux, sur des bases, même peut-être avec des adultes, pour leur expliquer les bénéfices de ces positions de pied, même si on est adulte? Oui, c'est hyper important parce que c'est par rapport à la dépense énergétique. On veut optimiser au maximum notre énergie pour la performance. Et si on perd notre énergie parce que on a les bras qui partent n'importe comment, si notre corps est déséquilibré, c'est de l'énergie qu'on perd à se rééquilibrer et pas à courir plus vite. Moi, je vois souvent que ce soit des adultes qui commencent, comme tu disais, qui viennent du foot ou autre chose, ou mes élèves, je vois exactement les mêmes caractéristiques. Ils vont attaquer talon, ça va taper. Et en fait, donc moi, j'essaye maintenant de leur donner des images. Mes élèves, je leur demande toujours d'être grands et beaux, pas petits et moches. Donc ça, c'est un de mes profs qui me le disait. De faire le moins de bruit possible sur des accélérations progressives. C'est plein de petits repères. Ou alors, quand on fait des gammes, je leur dis jamais le talon, jamais le talon. Je leur ai fait comprendre que quand on mettait le talon, c'était pour freiner. Donc, du coup, ils ont compris que si on met le talon, on va aller moins vite. Donc, du coup, on parle toujours de la plante de pied. Et du coup, ça s'intègre au fur et à mesure. Je fais des gammes. Je travaille les gammes de façon ludique aussi. Je leur demande d'être en synchronisation à la façon un peu des Kenyans. Parce que, toujours au niveau scientifique, il y a tout ce qu'on appelle les neurones miroirs. Quand on observe quelqu'un, on apprend, il y a les mêmes connexions en mémoire, en fait, de l'action et de la visualisation. Et donc du coup, je travaille comme ça et puis ça fait changer en fait la façon de travailler. C'est des façons de faire que mon entraîneur fait aussi en fait. Et ça a été vérifié. On avait une athlète érythréenne qui était venue une année dans notre club, qui n'était pas du tout coordonnée. Et dès qu'elle se mettait avec nous,
les athlètes qui avaient l'habitude de faire des gammes, elle se mettait avec nous, elle devait nous suivre et elle a énormément progressé sur ses gammes et du coup après sur sa course grâce à ce travail en duo en fait. On ne le répétera jamais assez de la nécessité de réaliser ces gammes. Alors, pas forcément à chacune des séances, mais de prendre un temps sur sa semaine pour fortifier son pied, pour travailler peut-être son positionnement, ses alignements. Et rien de mieux en cela que le club et qu'un groupe pour pouvoir justement s'observer mutuellement. Et exactement. Après, bon, si mon entraîneur entend ce podcast, il rigolera parce que il faut le faire aussi en étant concentré. Parce que si on est en train de discuter à côté et qu'on n'est pas conscient de sa posture, on va pas intérioriser les bonnes postures. Alors ça le fera rigoler parce que moi je suis une grande bavarde et quand on se retrouve avec les copines, on a envie de discuter et quand ça fait 20 ans qu'on fait des gammes, on se dit bah oui, je connais et en fait, on apprend toujours de nouvelles choses et ce qui est important, c'est la nouveauté et grâce au club, on peut avoir de la nouveauté chez Jean-Jacques, il nous propose jamais les mêmes gammes, il va travailler sur la coordination parce que du coup on sera plus réactif à certaines choses, on sera plus adaptable. Donc on va, si vous voyez sur des stades des gens qui font les hôtesses de l'air avec leurs bras en même temps que de faire des jambes tendues, c'est vrai que c'est Charenton, que c'est la team Gigi. Et je sais, en fait dans les connexions au niveau neurones, c'est là qu'on progresse aussi en fait. C'est un moyen aussi de se mettre en action. Enfin, si on place des points d'attention sur sa séance, d'être déjà concentré et focus, ça permet de rentrer dedans. Après, peut-être toi, une journée de cours au collège ou d'autres qui ont des activités professionnelles. Ces gammes, ça permet d'entrer petit à petit dans la séance et d'être, on va dire, prête à pouvoir se mettre en action. Ouais, exactement, c'est ça. Le cross, tu disais que c'était quelque chose vraiment qui te passionnait avec la piste. Le cross, c'est peut-être la course qui nous permet d'être le plus au naturel avec cette pratique. On est à la sensation, on n'a pas forcément besoin d'avoir l'œil sur le chrono qui sera pas forcément représentatif parce que tu te bats, tu le disais, pour une place. Je l'assimile à une séance de fartlek en finale. C'est exactement ça. Variation d'allure, variation de terrain. Si on veut s'entraîner pour les crosses, on peut utiliser ce genre de séance. Oui, oui, on peut faire évidemment des fartleks. Après, l'entraînement le plus complet, ça va être de faire une séance sur piste avec de la VMA où on utilise des allures plus rapides parce que les allures cross sont variées. Donc des fois on va atteindre l'allure VMA, mais des fois on sera quand même en dessous. Et ça dépend si on travaille du cross court, du cross long. Du terrain, s'il est plus ou moins boueux. Mais en tout cas, on travaille dans une certaine puissance qu'on peut à un moment T, en fait. Alors, ce que tu disais avec tes élèves, cette sensation d'oppression, cette sensation de sang dans la bouche, c'est ce qu'on a à la fin d'un cross. Tu finis complètement épuisé, mais satisfaite d'avoir tout donné. Ça, c'est ton cheval de bataille, c'est ce phare, si on prend une image un petit peu bretonne, d'aller vraiment au bout avec la sensation du devoir accompli. On a bossé pour l'équipe et on est vraiment satisfaite donc de sa course et de son chrono. C'est ça. Et sur les crosses, je trouve qu'on a cette sensation qui arrive quasiment à chaque fois. Enfin, c'est rare des crosses où j'ai été déçue en fait parce que justement je ne mets jamais ma montre sur un cross. On peut me demander combien de temps je mets sur un cross, je leur dis allez voir sur les résultats. Je n'en sais rien en fait. Et du coup, on est satisfait généralement de sa course. Alors Eve, tu évoquais n'avoir raté aucune compétition donc des championnats de France en cross, en dehors donc de ces 2 années où le Covid a mis un peu à mal les plans de la fédération. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore cette même passion pour les crosses ou est-ce que tu as envie d'aller peut-être sur d'autres terrains? Est-ce que tu as fait le tour de la piste et le tour des crosses? Alors, le cross, non. Le cross, c'est toujours quelque chose qui me plaît et j'ai hâte d'y retourner, sachant que quand j'étais à Quimper, j'ai fait majoritairement du cross long. Et quand je suis arrivée à Charenton, c'était l'opportunité d'avoir une équipe sur du court. Donc, du coup, j'ai pu m'éclater sur du court. Là, je vais retourner sur du long. Mais non, c'est toujours varié. En plus, cette année, il y a les championnats de France qui sont dans le Finistère. Donc, j'ai à cœur d'y aller. Par contre, la piste, j'ai fait énormément de 1500 mètres. Là, depuis 2-3 ans, je me suis mis sur 3000, 5000. Et en fait, je trouve ça
enfin, bon, on va y arriver, mais j'ai eu du mal à accepter que je n'avais plus envie d'en faire, en fait. Le 1500 mètres, c'est difficile. On est toujours absorbé par son chrono. On a la sanction, parce que c'est vraiment ça peut être pris comme une sanction à tous les 400 mètres ou tous les 200 mètres, d'avoir le temps et de se dire, bah voilà, ok, ça fait 400 mètres, je suis 5 secondes ou 2 secondes trop tard, bon bah c'est cuit. Et ça, c'est hyper traumatisant, en fait. Sur cross, on n'a pas cette sanction parce qu'on peut se reprendre, on peut se refaire une santé, même si c'est court, ça dépend tellement des adversaires que c'est différent, en fait. Donc la piste, là, je pense que j'ai fait le tour, en tout cas du 1500 mètres. J'ai pas été au bout, je pense, sur du 5000. Mais là, mon corps et ma tête, pour l'instant, me disent de faire une pause là-dessus. Alors, sur 1500 mètres, tu le disais, hein, c'était l'épreuve qui te correspondait le plus. Tu as atteint quel chrono sur cette distance? Alors, j'ai atteint, donc en 2019, 4 minutes 36, qui est une performance de niveau national 4 à 1 seconde du national 3. Voilà. Alors, c'est déjà un très très gros chrono, mais quand tu dis il y a une sanction, peut-être tous les 400 mètres, je suis un petit peu en retard, je suis loin, est-ce que quand tu t'aperçois que tu n'es plus dans tes allures, mentalement ça peut lâcher et dire bon bah j'arrête, je stoppe et je coupe mon effort. Ce qui ne sera pas le cas, tu le disais sur cross, où là tu vas aller jusqu'au bout parce que tu sais qu'un concurrent peut peut-être tomber, tu peux dépasser quelqu'un qui serait vraiment en fin d'effort et qui n'arriverait plus à avancer. Il y a cette possibilité de grappiller des places. Sur la piste, c'est peut-être moins le cas. Oui, bah moi ça m'est arrivé une année, je sais plus quelle année c'était peut-être en 2014 ou 2015. Systématiquement, j'ai abandonné, je pense 3 ou 4 courses d'affilée, alors que je n'abandonne aucune course. Et depuis ça, je n'abandonne encore moins. Systématiquement, quand j'entendais mon temps en 1000 mètres, il était pas en dessous de 3,10. Mon cerveau s'arrêtait et je m'arrêtais. Et c'était horrible parce que on a notre entraîneur qui vient, c'était aux soirées de Saint-Maur, donc dans l'est de Paris, alors qu'on était à l'ouest. Et il se déplaçait, c'était en pleine période de Ramadan, il le faisait et à chaque fois je m'en voulais parce que il venait pour voir un 1000 mètres qui en plus n'était pas comptabilisé, en fait. Et là c'est à ce moment-là où j'ai rencontré mon entraîneur actuel, Jean-Jacques, avec qui j'ai beaucoup discuté là-dessus. Et c'est vrai que depuis cette période-là, je n'ai plus jamais abandonné une course sur piste jusqu'à aller l'année dernière à une célèbre course, le Fast 5000, à faire un blackout dans le dernier 400 mètres parce que j'étais partie trop vite, j'étais sur la course élite et au lieu d'être toute seule derrière, je préférais accrocher les filles et en fait, je suis partie 10 secondes trop vite, on va dire, sur 3000 mètres, donc ce qui est déjà énorme. Et je ne me souviens pas de mon dernier 400 mètres où une fille m'a dépassé à l'intérieur, que je l'ai repassé à l'intérieur et je m'en souviens pas, en fait. Ah, tu en as même pas le souvenir? Enfin, non. Juste en vidéo. Ça, tu vas peut-être le retrouver si ça a été filmé, mais voilà. Tu ne sais plus ce que tu as fait sur ces derniers 400 mètres. Non, je me souviens plus. Non, ça, et en fait, ce qui est assez étrange, c'est que je sais plus, je dois faire 18 minutes 04, quelque chose comme ça, parce que je fais un énorme popcorn, alors que 10 jours avant, je fais 17,40 en étant comme une fleur en menant la course. Et c'est ça qui est assez dur, en fait, avec ces chronos qui sont sanctions, en fait. Et c'est la difficulté, finalement, de rebondir après un tel événement. Est-ce que c'est vraiment que le mental qui impacte peut-être ce blackout, cette façon de dire, je suis plus dans les allures, donc je coupe mon effort? Il y a une opposition entre la tête qui dit j'y vais plus, et puis les jambes qui d'un seul coup sont coupées alors que tu étais encore dans un bon rythme. Est-ce que tu l'as observé, cette opposition tête-corps? Oui, en fait, sur cette course-là, par exemple, au bout d'un moment, en fait, on sent qu'on peut plus. Enfin, je crois que c'était au bout de 3000 ou 3500 mètres, j'ai bien vu que ça suivait plus. Alors, je pense qu'il y a aussi le mental. Quand je vois que je passe en 10-20 au 3000 et je me dis, oh là là, ça va faire mal, ou ça passe ou ça casse, en fait. Et qu'après, je sais pas si du coup le cerveau il se met en mode, oula, ça va trop vite et du coup j'ai mal aux jambes, ou est-ce que ça l'inverse? Ça, j'en sais rien du tout. Mais à un moment donné, c'est sûr que quand on est beaucoup trop vite, il
y a les deux qui lâchent en fait. Est-ce que ces facteurs sont propres à toi-même? Est-ce que c'est une pression que tu te mets sur les épaules par rapport à ce chrono, par rapport à ce que tu souhaites atteindre? Ou est-ce que c'est une pression du club qui exige que vous ayez des résultats pour figurer dans une équipe? Comment ça se passe? Parce que là, les chronos que tu affiches sont quand même de très bon niveau, très performants, mais est-ce que pour toi, ce n'est pas suffisant ou est-ce que c'est le club qui te demande, exige d'avoir des meilleurs résultats encore? Non, c'est totalement moi en fait. C'est moi, c'est pour faire plaisir aussi à mon entourage. Alors mon entourage, mes parents, ils sont contents pour moi quand je suis contente, mais bah oui, tout le travail que je fais avec mon entraîneur, pour être pour être moteur aussi du groupe, parce que la performance de l'un appelle la performance de l'autre, et exigeante par rapport à moi-même, et c'est ça qui est difficile parce que je me souviendrai, je pense, toute ma vie de mon 4 minutes 36 au 1500 mètres. C'était une course parfaite parce que, comme on disait tout à l'heure, j'adore mêler mes deux passions qui sont mon travail et la course à pied. Et en fait, mes élèves étaient présents sur cet événement. C'était le meeting Fungana où ils participaient à un projet Kenya parce que j'avais fait un lien avec les élèves au Kenya quand j'étais allée. Et donc, mes élèves étaient là. Mon entraîneur était là. Mes meilleurs amis étaient là. Et j'étais détendue sur la ligne de départ. J'étais avec les meilleures françaises. La course se gagne, je crois, en 4:20. La dernière doit arriver aux alentours de 5 minutes ou un peu avant. Et en fait, toute la course, j'ai été de fille en fille, en fait, parce que c'était très étalé. Et je me souviens toujours au dernier 200, moi j'adore ça, au dernier 200, quand il y a une des copines qui se met au dernier 200 et qui me dit le temps et qui me dit 4 minutes, je sais exactement que je peux exploser mon record, en fait, enfin, de 2 secondes, c'était. Et j'arrive à l'arrivée, et là, mon entraîneur, il court sur moi et me dit, c'est bon, 4 minutes 36, alors que j'avais fait 4:39 3 jours avant, enfin. Et en fait, sur le coup, je suis hyper contente. Et en fait, 5 minutes plus tard, je me dis, mais en fait, j'étais trop bien sur la course, je finis même pas mal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que je peux aller plus vite, en fait. Et là, je l'ai compris que récemment, qu'en fait, c'est juste que tout était aligné et que je pouvais pas forcément aller plus vite, mais que tout était aligné et que du coup, j'ai réussi ma course. Parce que je l'ai vécu également sur 5000 mètres où quand je fais mon 17:41, je suis toute seule devant. Pareil, on me donne mon temps au dernier 200, je suis en 17 minutes, je me dis, ah mince, ou peut-être que je me dépêche pour réussir à faire une perf N4. Et puis, le jour où je fais 18:04, je suis au bout de ma vie, en fait. Donc, j'ai compris que finalement, c'était pas forcément le fait d'être bien qui signifiait qu'on pouvait faire mieux. Mais ça fait 20 ans que je pense que c'est ça, en fait. Et donc, derrière cette compétition, derrière ce 4:36, même si toutes les planètes étaient alignées, même si tu avais réalisé une bonne course, la sensation que tu t'es dit, c'est finalement, j'aurais peut-être pu aller plus vite. Et donc là, une insatisfaction que tu as compris aujourd'hui, mais qui t'a fait plonger un petit peu. Est-ce que tu peux revenir sur ce que tu appelles la descente aux enfers? Quelque chose qui t'a vraiment plongé, même si le sport est ta passion, même si tu en as fait ton métier, tu as frôlé, voire mis les 2 pieds dans ce qu'on appelle un burn-out sportif. Exactement. Alors, faut retourner un petit peu plus loin, avant le confinement, en fait, en mars 2020. Faut savoir que fin 2019, donc c'était après ma saison où j'ai fait 4:36, j'étais sur une forme, mais comme je n'avais jamais eu en cross à Carhaix au championnat de Bretagne de cross, parce que j'y allais même si j'étais licenciée à Charenton, j'étais avec des filles qui étaient en moins de 10 minutes au 3000. Je fais une superbe perf et en janvier, je me blesse. Première fois que je me fais une élongation au mollet. Et donc je suis même en arrêt de travail parce que du coup je peux pas encadrer mes élèves en toute sécurité. Et donc là, sauf que l'équipe elle compte sur moi parce qu'on a des ambitions au championnat de France à Vittel sur cross court et sur relais cross mixte. Et donc là je tartine, on va dire, pendant 1 mois. Je fais toutes mes séances en natation parce que je nage bien. Et je fais tout avec les bras. Puis une fois que j'ai pu mettre les jambes, j'ai fait du crawl à fond. Je convertissais toutes les séances de course à pied en temps de nage. J'allais 5 fois par semaine. J'ai fait de l'aquajogging et donc j'ai pas pu faire les régionaux parce que je m'étais blessée sur les départementaux.
Et arrivé au LIFA, donc au qualif des championnats de France, j'étais là, j'avais couru 2 fois 15 minutes, c'est tout. Et je fais ma course et en fait, je fais 10 places de mieux que l'année précédente. Donc je reprends ma place dans l'équipe et on qualifie, je crois qu'on gagne, on fait deuxième derrière Fontainebleau, ça doit être ça parce que Fontainebleau sont intouchables. Et on se qualifie aux France. Donc là, je continue ma réathlétisation en fait parce que j'avais pas beaucoup couru. J'avais peur de perdre mon pied. Tout à l'heure, on parlait du pied. C'était un peu ma phobie de plus avoir de pied. Et en fait, il était toujours là. Et en fait, 3 jours avant les championnats de France, là, on nous annonce que c'est annulé à cause du Covid. Donc là, première claque. C'est clairement la première claque parce que j'avais donné beaucoup pour revenir en forme. Et en fait, on n'a pas la cerise sur le gâteau, en fait. Donc là, il y a le confinement, je m'entraîne bien. Après, on a pu faire un peu de piste l'été. Et arrivé en novembre, on a un deuxième confinement. Et là, donc, avec les filles, on s'entraîne à fond. On était à la frontale dans le bois de Vincennes, en train de s'envoyer des séances. On travaille avec Jean-Jacques sur le ressenti de l'effort. On travaille sur d'autres façons hyper intéressantes. Et là, en janvier, on reprend les séances en groupe. Et je me souviendrai, je pense tout le temps de ce moment, et je crois que je ne suis pas la seule à qui ce moment va rester gravé parce qu'on m'en parle régulièrement. Jean-Jacques, donc mon entraîneur, me dit mais tu sais Ève, il y aura pas de cross encore cette année. Et là j'ai vu tout s'écrouler, j'ai vu dans ma tête janvier, juillet, et il m'a dit on va préparer la piste. Je dis mais je vais pas faire de la piste pendant 6 mois, en fait c'est pas possible. Et là, à partir de là, ma tête a complètement disjoncté en fait. Dès qu'il y avait des séances sur piste, j'étais hyper fatiguée avant d'y aller. Et ça m'est arrivé de partir de chez moi et au bout de 3 minutes, me prendre les pieds dans le trottoir et m'étaler en fait. J'étais hyper fatiguée. Et j'ai commencé à avoir mal, des douleurs en fait aux fessiers ischio. Et donc j'ai consulté mon kiné à qui je lui ai dit je sais pas exactement ce que c'est, ça me dérange même sur les footings. Du coup même les footings papotent comme j'adore en fait, n'étaient plus du tout un plaisir. Et du coup je l'ai consulté et j'ai fait des examens. On voyait pas bien à l'écho parce que c'est une zone où il y a beaucoup de muscles et du coup on voit pas bien en profondeur. Et il me dit ça a tout l'air d'être une tendinite ischio-ischio. Et donc là, on met en place un protocole où on enlève l'intensité et on la remet progressivement. Et évidemment, on enlève tout ce qui est côte. Et en fait, là, on avait eu un mois l'année dernière, en 2021, où on n'a pas eu cours du tout. On a eu en distanciel. Du coup, j'ai pu rentrer en Bretagne. Et en fait, j'avais beau remettre des petites intensités tranquillement, en fait, ça changeait rien. Parce que ça revenait. Ouais, ça revenait. Et en fait, je restais encore sur le chrono parce qu'il me disait, là, tu vas faire tant de temps en 4,40, tant de temps en 4,30, et je restais encore sur le chrono. Et dès que j'approchais de toute façon les 4 minutes au kilomètre, c'était pire, en fait. J'arrivais pas à passer en dessous. Et mon entraîneur savait déjà que c'était à cause de la tête, en fait. Et une fois, avec un copain, je pars, il me dit, écoute, débranche ton cerveau, moi, je dois m'entraîner en trail, viens, on va faire une sortie trail. Et je fais ouais, mais normalement j'ai pas trop droit, je suis très scolaire et rigoureuse, donc quand on dit de faire quelque chose, donc là faut pas que ça déborde, pas que ça déborde du cadre. Voilà. Par contre je faisais très très bien mes exercices de renforcement musculaire, il y avait pas de problème. Et donc on y va et puis c'est pas pire en fait. Donc je me demande mince, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, j'ai au téléphone mon kiné, je lui explique, je lui dis Paul, j'ai fait une bêtise, je suis partie courir. Et il me fait, est-ce que c'est pire? Je fais, non, c'est pas pire. On laisse un peu passer. Et là, je repars faire une autre sortie comme ça. Et pareil, pas pire. Peut-être même mieux, mais en tout cas pas pire. Et là, je fais un lien parce qu'il y a quelques années, en 2013, j'avais somatisé, j'avais des problèmes aux cordes vocales, comme beaucoup de profs. Et j'avais des nodules. Et en fait, ils sont partis d'un coup quand j'ai lâché la bride, en fait. Et là, je lui dis, je crois que je somatise, en fait. Que dès que ça va pas dans ma tête, ça me fait mal, au fessier. Et en fait, il fait, peut-être que c'est ça. Et donc là, on est resté là-dessus. Et ça s'est confirmé parce que quelques semaines plus tard, j'ai reçu un mail du meeting de Montreuil qui m'invitait pour participer au pré-meeting du meeting national international.
Et là, d'un coup, ben ça y est, je pouvais retourner faire de la piste, comme si ça donnait un sens en fait à ma pratique. Tu avais perdu la raison, le Ouais, pourquoi de tant d'efforts, de tant de ouais, sacrifices sur la piste à partir de cette annonce qu'il n'y aurait pas les crosses, et ton ouais, corps te l'a fait payer. ouais. Est-ce que ça s'est reproduit, ou est-ce que globalement, après cet épisode, tu l'avais identifié et ça a été le seul désagrément que tu as connu, ou est-ce que ça a nécessité d'autres formes d'accompagnement, un travail un peu plus personnel sur ce mental, hein, Ouais. qui te jouait des tours et qui se répercutait sur ton corps? Mm. En fait, ça allait mieux à ce moment-là parce qu'il y avait de nouveau un sens. J'avais de nouveau des perspectives peut-être de vouloir aller faire les championnats de France élite sur 5000, parce qu'il faut savoir que les règles du jeu ont tout le temps changé aussi avec le Covid, parce que j'avais cette ambition-là, mais les quotas étaient tout le temps revus et du coup on n'y comprenait plus rien. Donc ça, c'était perturbant. En fait, c'était une adaptation permanente, mais comme dans mon métier aussi, on a droit les gymnases, on n'a plus droit les gymnases, on doit être dehors. Enfin, je pense que j'ai payé cette adaptation constante qu'on a eue dans cette période-là. Et, euh, et du coup, je pense que ça a impacté ma vie professionnelle, ma vie personnelle aussi a été un peu compliquée à ce moment-là. Et, euh, et en fait, là, du coup, on va arriver en octobre 2021, où là, j'avais hâte parce que ça y est, on allait de nouveau faire des crosses. Donc, je fais les premiers crosses. D'ailleurs, je double ce week-end-là. Je fais les départementaux de cross court où j'arrive deuxième, 94. Et le lendemain, je repars sur le cross long. Alors que il y a beaucoup de mes amis et beaucoup de gens du 94 qui sont bons. Hein. Et là, je gagne aussi le cross court. Enfin, je fais deuxième sur le cross long et première sur le cross long. Donc là, hyper contente, tout va bien, tout se passe bien. Mais à côté de ça, au travail, j'ai beaucoup de pression. Je me mets la pression, la petite pression du perfectionnisme. J'ai un cours à la fac, j'ai envie de donner des belles choses aux étudiants. Dans la vie perso, c'est un peu compliqué, je me pose beaucoup de questions. Et, en fait, j'ai eu un déclencheur. Déjà, sur toute cette période-là, je savais pas ce que c'était, mais j'avais des oppressions au cœur, en fait. Et je savais pas trop ce que c'était. Sachant Mais que là, on peut penser au pire en tant que sportif, même si tu es ouais, suivi, mm, d'avoir mm, ce genre de pression. On se dit bon, qu'est-ce qui se passe? voilà. La mécanique qui Mm, s'emballe, mm, on n'est pas rassuré. ouais. Donc, elles Non, venaient mais d'où alors ces oppressions? bah d'un stress global de toutes de tous les pro, perso et athlétique en fait. Et et en fait la veille des vacances, enfin la semaine avant les vacances d'octobre, dans mon établissement scolaire en fait, il y avait plus personne à l'administration, il y avait plus que ma chef d'établissement et elle avait perdu un papier où je devais tout réécrire. Je pense que ça doit te parler. Ça me parle, oui. Et en fait, c'était la goutte d'eau, en fait. Elle avait perdu le papier d'une demande d'autorisation de sortie et il fallait que je réécrive tous les prénoms. Donc, je sais pas, une vingtaine de prénoms, enfin, nom au prénom. Il fallait que je réécrive tout et c'était trop dur pour moi. Bon, je passe, je pars en vacances. Et là, j'ai dû rentrer à Paris parce qu'au milieu des vacances, il y avait les qualifications au championnat de France de cross. Évidemment, je faisais le relais, je faisais le cross court, donc j'y vais. Je pense que j'avais peut-être cumulé un peu de fatigue aussi. Et là, je reçois un mail d'un de mes collègues du conservatoire, donc avec lequel je travaille pour la classe art aménagée danse, pour mettre en place de nouveau une sortie scolaire, puisque le Covid étant un peu apaisé, toutes les sorties scolaires repartaient. Et ce mail m'a complètement fait vriller, alors que ce collègue, je l'apprécie beaucoup. Et là, ma tête a commencé à tourner. Sauf qu'on était 2 heures avant le relais cross, en fait. Donc là, je l'ai gardé pour moi tout ça parce que on est une équipe et que je me suis dit non, je peux Je peux pas pas. leur montrer Voilà. ma faiblesse, et il faut que je sois forte pour Ouais. l'équipe. Et sachant qu'ils savent que j'étais extrêmement contente de recours des crosses, qu'ils savent que on m'appelle un peu la guerrière en cross, enfin que j'adore ça en fait, et encore plus en relais. Et là, donc, je fais le repérage du parcours. Ça me plaisait beaucoup. Il ressemblait un peu à Plouay. C'était vraiment super, alors qu'il est en région parisienne. Et là, on se lance sur le cross. J'avais la tête qui tournait encore. Et en fait, là, je n'ai pas pu m'exprimer. Je pouvais pas engager ma jambe, mon genou. Et quand j'ai donné le témoin, après la course, donc on finit deuxième. On est quand même qualifié aux France.
mais j'ai été très très frustrée de ma course et tout le monde est venu me voir après, me dit mais qu'est-ce qui s'est passé, Eve? T'as pas couru en fait. Je sais pas, j'ai ma tête qui tourne, j'ai mon bassin qui est bloqué, qui est complètement bloqué, je peux pas engager mon genou. Et là, j'ai éclaté en sanglots et ça partait dans tous les sens. Ma tête, c'était comme une cocotte minute, en fait. Ça partait, mais c'est parce que ça fait 10 ans que je suis à Paris, je veux pas ça, c'est parce que s'il y a ça, c'est parce que, enfin, ça partait dans tous les sens. C'était très perturbant, en fait. Et du coup, le lendemain, j'ai quand même fait, le championnat de cross-court. Et là, je me suis accrochée parce qu'il y avait l'équipe. Et j'ai même et en fait, la force qu'on a dans notre équipe à Charenton, c'est que ce sont des amis en fait. Les copines avec qui je course font partie de mes meilleures amies. Et pendant toute la course, alors qu'on finit à peine à 20 secondes les unes des autres, je finis 4e de l'équipe, alors qu'en temps normal, je suis plutôt première ou deuxième, je suis un peu la locomotive. Et là, j'ai visualisé toute la course, une ficelle qui était accrochée à chacune de nos têtes, parce que toute la course, on se voyait en fait. Et du coup, je sais plus, on doit gagner, je crois qu'on gagne quand même. Et mais pareil, j'étais au bout de ma vie mentale en fait. Et le bassin bloqué toujours, donc très perturbant pour pouvoir s'exprimer dans quelque chose que j'aime bien normalement. Et le lendemain, là, je remercierai jamais assez mon entraîneur et mes parents et puis mes amis. C'est que j'ai beaucoup discuté avec mon entraîneur et c'est là qu'il m'a fait émerger, et ma mère aussi, que peut-être qu'il faudrait que je me fasse aider en fait. Et ça, jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, ce déclic-là, tu ne l'avais jamais envisagé. C'était quelque chose qui, pour toi, n'était pas utile, puisque le sport étant ta passion, tu pouvais, en cas de stress, aller, on va dire, trottiner, faire tes footings et évacuer la pression du métier par le sport. Mais finalement, non, c'était un serpent qui se mordait la queue. Enfin, ça ne faisait que renforcer ce stress et cette pression. Oui, en fait, au final, le travail, comme l'athlétisme, me faisait toujours cogiter et j'arrivais jamais à mettre en off mon cerveau. Donc là, cette deuxième semaine de vacances, j'ai fait un peu de cuisine, un peu de peinture. Je suis revenue à mes premiers amours de quand j'étais petite, où j'adorais les loisirs créatifs. Et j'ai vu que ça me faisait mettre en pause mon cerveau. Et c'était une bouffée d'oxygène, en fait. Et du coup, j'ai pris rendez-vous chez une psychologue. Et chez mon médecin traitant, bien évidemment, qui, à la rentrée, avant d'aller au travail, je suis allée le voir et m'a demandé ce que j'avais et j'ai éclaté en sanglots. En fait, j'étais incontrôlable. Et donc, il a déclaré que j'étais en burn-out, en fait. Et c'est assez étrange parce qu'en fait, on est en arrêt. Donc, j'étais en arrêt 3 semaines, juste 3 semaines. Hein. En fait, on n'est pas malade, mais on n'a pas le droit de travailler. Est-ce que ça t'a coûté de pas être face à tes élèves, qui est ta raison d'être depuis 2011, depuis que tu exerces ce métier d'enseignant, de te dire, comme tu l'as évoqué, je suis pas malade, du moins, j'ai pas de symptômes extérieurs qui montrent une quelconque maladie, mais je ne peux pas aller travailler. Est-ce que ça t'a vraiment pesé avant que tu prennes le temps vraiment de te reposer et de vider donc tout ce que tu avais à mettre un petit peu à la mer là pour que ça te soulage un petit peu, mais est-ce que ça t'a pesé? Je culpabilisais, j'avais l'impression d'être un imposteur en fait, de me dire mais non en fait je devrais pas être là. Et après discuter avec du monde et j'ai vu que fallait que je coupe, que je coupe mes différentes vies en fait, que je sectionne le pro, le perso et l'athlétisme en fait. Et ça m'a fait beaucoup de bien, mais j'ai mis bien 2 semaines à couper et la dernière semaine je l'ai utilisée pour me remettre à jour, parce que l'idée n'était pas d'arriver avec du retard en classe en fait. Et le regard de tes proches, de tes parents, de ton entraîneur, parce que tu disais tout à l'heure, ils savaient déjà que c'était le mental qui posait problème. Tu leur as dit, tu en as parlé librement. Est-ce que ça a été compliqué à mettre cette situation de burn-out à la lumière, peut-être de tes amis également qui font partie de ton équipe? Comment elles l'ont accueilli et comment toi tu l'as vécu en leur annonçant cette nouvelle-là? Avec eux, ça a été très facile parce que je parle avec eux très facilement, que ce soit avec mes parents ou mon entraîneur ou mes amis. Ça, il y a eu aucun problème. D'ailleurs, je suis allée au championnat de France en étant en arrêt. J'avais droit à pratiquer. Ils étaient là, tous là pour moi.
Ils savaient que je le faisais pour l'équipe, que de toute façon, je n'envisageais pas de ne pas être avec eux à ce moment-là. Et on fait deuxième, d'ailleurs, au championnat de France cette année-là. Ce qui a été le plus difficile, c'était mes collègues, en fait. Mes collègues EPS qui, il faut savoir qu'on est 8. Et j'avais l'impression de pas être comprise, en fait. Et en fait, quand on est dans un cercle infernal comme ça, on a l'impression d'être toujours jugé. Et que tout ce qu'on fait, ben, c'est jugé ou c'est pas bien. Et je me retrouvais plus dans mon équipe, en fait. Parce que on communiquait peut-être pas beaucoup, qu'ils comprenaient pas. Je me suis tout de suite dit, oh là là, si sur les réseaux sociaux, ils voient que je suis au cross, parce que c'est sûr, ça se trouve, ben, on va faire un podium, on va pour un podium. Si on veut le podium, c'est sûr, même si je publie rien, c'est sûr qu'ils vont le voir. Et ça n'a pas loupé. Ça n'a pas Mais loupé. elle n'est pas dans sa classe et elle n'assure pas ses cours le Voilà. reste de la semaine, ouais. Donc, Ouais. le jugement. Voilà, le jugement, et oublier que parfois, ben, en fait, c'est pas que physique, que c'est mental, que ça va pas. Et depuis, ça va beaucoup mieux. On a réussi à en parler parce qu'en fait, on était tous dans un mauvais mood. Je pense que la période de confinement a été très difficile pour toute l'équipe parce que on a dû s'adapter, être dehors quand il faisait hyper froid tout le temps. Et puis, ben, on est plein à être des Bretons et à être bloqués en région parisienne, en fait. Et je pense que tous, on a bien aimé ce confinement et que de retourner tout le temps en région parisienne, c'était compliqué. Et donc, ouais, c'est le regard de mes collègues. Et après, quand je suis revenue, je me suis aperçue en discutant avec les autres collègues des autres disciplines qu'on était beaucoup dans ce cas-là, en fait. Donc ça rassure, et on se dit que quand on dit les symptômes, la tête qui tourne, d'avoir une cocotte minute à la place du cerveau, bah c'est vraiment les symptômes, en fait. Donc ça, c'était assez compliqué à gérer. Mais j'ai été, du coup, comme je le disais, aidée par une psychologue qui je suis toujours suivie d'ailleurs. Et ça m'aide énormément, en fait. Donc ça fait partie de ce travail également mental. On parle souvent de l'entraînement physique, mais là, de préparer son mental à traverser des épreuves qui soient pas forcément uniquement sportives, hein, également dans la vie de tous les jours. C'est important d'être accompagné, et tu as eu l'honnêteté finalement d'accepter cette situation, parce que sur le plan de la confiance en soi, sur le plan de la reconstruction, c'est peut-être pas facile derrière de repartir de l'avant. Mais tu as pas mis beaucoup de temps finalement. Tu as su rebondir assez vite. C'était quand même assez long parce qu'au final, ça a démarré sur les vraiment, 3 semaines. Quand on parle des 3 semaines. Hein. Ouais. Oui. Mais au final, c'est quelque chose qui était latent depuis janvier 2021 que je me suis rendu compte a posteriori. Et en fait, avant, souvent on me disait, Eve, t'es quelqu'un de pétillant, tu es solaire. Et en fait, pendant cette année, en fait, ça fait 1 mois que ça va mieux. Ça fait 1 mois qu'on me redit que j'ai des étoiles dans les yeux, que je pétille, que je suis présente. Et en fait, avant, on me le disait plus. Et donc, c'était mon marqueur sur, j'étais plus là, en fait. Et c'est ça qui était difficile à vivre parce que j'avais plus l'impression d'être moi-même. Et du coup, ça se retrouvait également dans ma façon de courir. Et ça me faisait vraiment beaucoup de mal. Et du coup, c'est vrai que la psychologue que j'ai trouvée, c'était un peu au hasard, m'a proposé une thérapie qui s'appelle l'aptonomie, qui est beaucoup utilisée plutôt dans les préparations à l'accouchement. Et elle me l'a présentée tout de suite dès la première séance, où elle m'a dit, en fait, c'est pour relier corps, esprit, émotion. Et alors, ça m'a tout de suite fait sens, parce qu'au final, moi, c'était mon esprit qui agissait sur mon corps, et que je séparais. On a beaucoup travaillé là-dessus, que je séparais beaucoup. Oui, sur mes fesses qui me font mal. Elle fait, non, mais vos fesses, ce sont vos fesses, c'est votre corps, c'est vous, en fait. Il n'y a pas à séparer. Et du coup, en fait, on a énormément travaillé sur être un tout plutôt que de tout séparer, et d'être consciente de soi, de ses sensations. Et il y a que depuis récemment que j'apprends à écouter la Ève intérieure, en fait. Et peut-être d'être moins dans la perfection et dans le contrôle dont tu parlais tout à l'heure. C'est ça. Et par exemple, là, c'est que récent que je suis fière de moi pour certaines choses. J'arrive pas à trouver des exemples sur des courses où je suis fière de moi. Même quand je passe mon agrégation, oui, je l'ai eu, mais j'aurais pu plus travailler, en fait. J'ai travaillé le minimum syndical, mais je sais qu'il y a plein de personnes qui, l'année où je l'ai eu, cette agrégation, j'ai fait une super saison de cross, j'ai changé d'établissement, j'ai pris une classe à aménager. On m'appelait Superwoman, en fait. Mais pour moi, c'était, je sais pas, c'était normal, en fait.
je voyais, mais je pense que c'est le biais que j'avais avec les copines du Quimper Athlétisme où je les ai peut-être mises sur un piédestal et du coup, j'ai toujours vu des superwoman en fait. Donc, pour moi, c'était quelque chose de normal. En t'oubliant peut-être parfois, Voilà. c'est-à-dire, tu le dis hein, depuis le début de l'épisode, moi j'aime bien le travail pour l'équipe, j'aime bien sur un plan professionnel travailler avec l'équipe, au risque de t'être peut-être un peu oublié à certains moments, et tu le disais, de ne plus avoir finalement de satisfaction de ce que j'ai pu faire. Alors, aujourd'hui, ça va mieux, tu l'as dit, ça fait un mois où là on voit à l'écran, hein, les auditeurs le verront à travers ton sourire et à travers ta voix, mais tu le dis, le côté solaire et Ève qui pétille, c'est revenu. Est-ce que tu vas reprendre la piste alors? La piste, oui, je vais le reprendre quand on devra le prendre, mais ça sera pas mon objectif principal. J'ai découvert l'été dernier le trail. Donc j'en faisais déjà un petit peu parce que j'avais vu à la saison de piste dernière où j'avais fait du 3000 et du 5000 que j'ai atteint par exemple mon record sur 3000 à 2 secondes près en m'entraînant une fois sur la piste mais parce que ça marchait bien parce que le lendemain j'allais faire un trail. Faut pas chercher à comprendre. C'était la carotte en fait. Donc et dès que j'enlevais le trail, il y avait plus rien sur la piste. Et du coup, je m'étais mis un défi en tête et j'avais inclus des copines évidemment avec moi. On est parti en juillet sur le trail à l'Ultra Riège et je me suis lancé le défi de faire le 51 km puisque j'avais suivi mon ex sur l'UTMB. J'avais fait assistance l'année d'avant en août 2021. J'avais adoré ça. Une aventure humaine extraordinaire. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas moi passer du côté coureur. Et en fait, c'est la première fois que donc je me suis bien préparée. J'ai été un peu autonome. Mon entraîneur m'a pas donné de plan. Je me suis entraînée sur la piste. J'ai pris des informations à droite à gauche et j'ai fait ma propre sauce en fait. J'ai trouvé ça hyper intéressant d'étudier les ravitaillements, étudier le matériel. En fait, j'avais l'impression de redonner un sens à ma pratique et apprendre de nouvelles choses. Et du coup, de voir, par exemple, au ravitaillement du 30e, mes copines qui sont fières de moi dans leurs yeux, du coup, j'étais fière de moi et je crois que je me suis retrouvée à avoir des papillons dans le ventre en courant, à l'arrivée, à 4 kilomètres de l'arrivée, à pleurer. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, quand j'ai terminé ça, je me suis dit, je veux qu'une seule chose, c'est recommencer. Donc là, j'attends avec impatience l'été prochain. Et du coup, là, je me suis inscrite parce que je crois que j'avais besoin de nouveaux défis. Du coup, tout mon club, quasiment, on est 60 à être inscrit au marathon de Valence. Et du coup, j'ai essayé un semi-marathon en mars, une semaine après les France de cross. Et du coup, comme ça s'est avéré concluant, j'ai dit, allez, go, je vais dans l'aventure. Donc, en lâchant un petit peu les dixièmes de seconde, les secondes que l'on peut, on va dire, perdre sur la piste, cette envie de trail, c'est aussi une quête de liberté, de partir et de courir à la sensation. Ouais, et de s'écouter, si la côte elle est trop dure, on peut marcher. Alors il faut savoir que ça fait des années que je fais des randos de 10 jours en montagne, donc je suis assez à l'aise dans les côtes avec mes bâtons. C'était les descentes qui avaient plus à travailler, et donc plus de liberté. Après, je sais qu'il faut que je fasse attention à pas tomber dans mes travers parce que oui, ça s'est bien passé un premier trail, j'ai fini 4e, je finis 43e sur 270 partants. C'était une superbe expérience, mais la performance, la compétitrice va revenir aussi et il faut que je continue de profiter en fait de tout ça. Et donc c'est pour ça que je veux continuer quand même la piste parce que pas en objectif prioritaire, mais pour être avec les copains du club en fait tout simplement, et que je sais que la piste est importante pour ce travail de pied, ce travail d'alignement, de renforcement, etc. Mais tu resteras de toute façon une compétitrice, une guerrière, c'est ancré en toi. Dès que les nattes sont attachées, là, on lâche tout et on y va. C'est ça, exactement. Et sur le marathon, alors, à Valence, tu vises quoi? Parce que tu dois quand même avoir un petit objectif. Là, pour l'instant... Ou tu le fais sans chrono, sans montre? Si, du coup, on le fait avec chrono quand même, parce que je sais que c'est une histoire de gestion. Mais du coup, c'est différent, parce que c'est pas forcément une sanction. C'est le chrono sur je surveille mon allure pour pas me griller les ailes. Du coup, par rapport au semi-marathon que j'avais fait une semaine après les France de cross à Quimper, donc qui était pas forcément favorable,
mon entraîneur a calculé et il m'a mis en 2h55. Alors, c'est quelque chose de très ambitieux. Je serais très contente si déjà je le termine sans souffrir et avoir envie de recourir, en fait. Après, évidemment, j'aimerais bien faire approcher les 3 heures. Après, il faut savoir qu'on est une douzaine de filles à s'entraîner, dont 5 ou 6 à s'entraîner sur ces allures-là dans mon club. Donc, je ne m'entraîne jamais toute seule. Toutes les sorties, on les fait en groupe. Et c'est vraiment hyper plaisant, en fait. Tu as tout le cheminement, l'aventure finalement autour de cette préparation. Donc ça, c'est... Bah là, ouais, puis surtout, il y a plein de choses. Bah, je découvre plein de choses par rapport aux chaussures. Quand moi j'étais spécialiste de cross ou de piste, alors oui, il y a les pointes, etc. Mais là, faut les chaussures pour seuiller, les chaussures carbone. Enfin, il y a tout plein de questions. Quel short on met pour pouvoir pas avoir de frottement, pour pouvoir ranger nos ravitaux. Après, j'ai mes valeurs aussi au niveau des ravitaillements. J'ai pas du tout envie des ravitaillements chimiques. Donc du coup, moi, je fais moi-même mes ravitaillements, je teste. Si ça fonctionne, je les prendrai. Ça fonctionne pas, je chercherai des choses naturelles, mais dans le commerce. Mais je trouve ça hyper intéressant de faire sa tambouille. Et mon entraîneur me met dans la boucle, en fait, parce que il cherche notre autonomie. Donc, il me demande, par exemple, l'autre jour, on a passé 1h40 au téléphone pour planifier toute la deuxième partie de la prépa après le semi que j'ai fait la semaine dernière et le stage que je fais au Kenya dans une semaine. Ce stage au Kenya pourra faire l'objet d'un autre épisode. Eve au Kenya, là où tu devras être à l'écoute vraiment des sensations et peut-être pas regarder les allures. Ah bah oui, ça c'est sûr, parce que comme je suis déjà allée en 2017, je sais qu'on a bien 15 secondes d'écart avec nos allures. Si, Eve, les auditeurs veulent te contacter, des personnes qui, je le pense, c'est pour ça que on a enregistré cet épisode, des gens qui peuvent être confrontés à ce burn-out sportif et à un ras-le-bol, même si c'est notre passion, d'être entraîné dans une spirale un petit peu infernale avec la course à pied et tout ce qui va avec, parce que là, tu l'as dit, c'était pas que sportif, il y avait le professionnel, le perso qui se sont greffés dessus. Si des personnes sont désireuses de te contacter, par quel biais on peut venir jusqu'à toi pour discuter, échanger? Alors ça peut être autant sur Facebook que Instagram. Donc sur Facebook et Instagram, j'ai un compte. En fait, j'ai 2 comptes. J'ai mon compte plus perso qui est privé où c'est Zev, Z-E-V-E, le flop. Donc c'est pour pas que mes élèves me trouvent, mais bon. Maintenant, je m'en fiche un petit peu. Donc ça, c'est mon compte privé. Et depuis, pour la préparation marathon, j'ai une amie qui m'a convaincue d'ouvrir mon compte parce qu'elle avait adoré mes petits récits de mon trail. Et surtout, elle me disait que ça pouvait être une approche différente avec mon expertise. Donc j'ai un autre compte qui est public. Donc c'est Run Event. Donc c'est Run-Ev et -NT. Bon, je mettrai de toute façon les liens dans les notes de l'épisode de façon à ce que des personnes puissent te suivre dans tes aventures avec, je pense, tu parlais UTMB, ça c'est quelque chose qui, dans 1 an ou 2, je vois bien Eve au départ de l'UTMB. Bah ouais, pour la première fois, je crois que j'ai un rêve en fait en course à pied parce qu'avant, j'avais pas forcément de rêve et je sais pas, je me suis dit maintenant je crois que maintenant que j'ai fait un 50 bornes, j'aimerais bien courir de nuit et puis après en fait finalement peut-être faire l'UTMB. Donc ce sera de nouvelles aventures, mais on sent que tu as retrouvé à travers ces nouveaux terrains de jeu, à travers le trail, une envie de te dépasser et de garder le plaisir. Donc ça, c'est tout le mal que je te souhaite ou tout le bien, c'est comme on veut. Mais en tout cas, de remonter la pente, et je pense qu'en trail, c'est quelque chose qui est important, de pouvoir remonter la pente à l'aide de tes bâtons. Mais en tout cas, de sortir de cette traversée du désert un petit peu difficile qui, je pense, fera écho à de nombreux auditeurs. Donc, merci Eve de t'être livrée sans filtre. Il y a des passages où j'ai même pas osé intervenir parce que c'était vraiment intéressant dans
tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as traversé, et que les gens comprennent bien que c'est pas des moments toujours très faciles, même si c'est du sport, même si c'est notre métier et que c'est notre passion. Parfois il y a des moments qui sont compliqués, il faut savoir les accepter. Donc merci à toi de ton témoignage. Merci aussi, merci beaucoup. Pour les auditeurs, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.